Maintenant qu'on connaît l'interface de RStudio, il est temps d'apprendre R. Donc, on va commencer par des opérations très basiques. J'ai ici un script qui s'appelle FirstScript que j'ai mis dans mon projet, que l'on a fait dans la première vidéo, et que vous pourrez retrouver dans la description. Donc, je vais commencer par les opérations les plus simples. L'addition, c'est l'opérateur plus, évidemment. La multiplication, l'étoile. La division, le slash. Donc là, il y a déjà une chose importante à noter, c'est que 3 divisé par 4 nous donne 0,75. Bon, c'est attendu, sauf que dans la plupart des langages de programmation, par défaut, si j'écris 3 divisé par 4, il va considérer que c'est une division d'entier. Et donc le résultat est souvent 0. Ce n'est pas le cas dans R. Par défaut, les nombres sont des réels. Okay, donc 3 divisé par 4 va vous donner 0,75 en effet. Pour faire des puissances, on a deux choix, soit le chapeau ici, soit les deux étoiles. C'est strictement équivalent, comme on peut le voir ici. Évidemment, on peut utiliser des parenthèses pour enfermer soit les arguments, soit dans ce cas l'exposant. Donc là, on a 4 à la puissance moins 1, ce qui va nous donner 0,25, parce que, encore une fois, par défaut, les nombres sont des réels. Ce que l'on a ici, l'opérateur pour 100%, c'est en fait l'opérateur modulo. Okay, donc 13 modulo 9, ça nous fait 4, évidemment. Bon. On a toute une série de fonctions qui sont déjà écrites dans R, que l'on appelle donc les fonctions de base de R. Donc là, dans ce cas-là, je vous montre SQRT, comme dans plus ou moins tous les langages de programmation, c'est la fonction square root, la racine carrée. La racine carrée de 49, c'est 7 en effet. Évidemment, c'est équivalent à, à 49 puissance 1 demi. Okay. L'exponentielle de 3, bon, ça doit être assez clair. Log, pour montrer la base de défaut, je fais ça comme ça, log d'exponentielle de 4,3, ça nous donne 4,3. Ça veut dire que de base, la fonction log a pour base e. Si on veut changer la base, on doit rajouter un argument. Et l'argument que l'on doit utiliser, il s'appelle base. Okay. Et la manière de voir ça, et de manière générale, lorsque l'on va avoir plus d'informations sur une fonction, eh bien, ce que l'on fait, c'est dans la console, on peut faire point d'interrogation et le nom de la fonction. Donc ici, si c'est la fonction log qui m'intéresse, je peux l'écrire. Et vous voyez là, je n'ai pas appuyé sur Entrée, il me donne déjà quelques informations. Si j'appuie sur Entrée, j'ai accès... Hop, là c'est log la clé haute, c'est différent. Je veux juste le log. Donc là, j'ai accès à la documentation qui s'avère être non seulement la documentation des fonctions log, mais aussi des exponentielles. Bon, ça fait sens. Donc, description, usage. Donc la fonction que l'on regardait, celle-ci, c'est log, simplement. Et vous voyez qu'elle prend deux arguments. Un, x, qui est un argument obligatoire, et l'argument base qui n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire parce que si vous ne le mettez pas, cette valeur ici est utilisée par défaut. Okay. C'est pour cela que log des exponentielles de 4,3 nous donne 4,3 parce que par défaut, le second argument de la fonction log est donc la base e. Okay. Et donc si l'on veut changer cette valeur de base, eh bien il faut écrire comme ici, log, donc le premier argument c'est x, et ensuite base égale à 9. En fait, il n'est même pas nécessaire d'écrire base égale. Si l'on conserve l'ordre des arguments, on n'a pas besoin d'écrire le nom de l'argument. Je vous montre ça, si je copie, si j'enlève base égale 9, j'exécute la ligne, j'obtiens strictement le même résultat. Okay. Donc, dans cette fonction, il n'y a qu'un seul argument nommé, okay, base. Mais lorsqu'il y en a plusieurs, il faut faire attention à l'ordre dans lequel on les place si on ne les nomme pas. On verra des exemples plus tard. Très bien. On a également des variables qui sont déjà définies, que l'on ne voit pas ici dans notre environnement global, parce que ici, ce sont uniquement les variables que l'on a définies nous-mêmes. Mais par exemple, si j'écris pi, qui est quelque chose que je n'ai jamais défini,
j'exécute, eh bien j'obtiens une valeur approchée. Okay. Par défaut, là pour le moment je n'ai que voilà, 5, 6 chiffres. C'est quelque chose que je peux changer avec la fonction format. Bon, pas besoin d'aller là pour le moment. Pour créer des variables, bon, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente, on avait créé une variable a. Dans ce cas-là, ben, je peux créer une autre variable a. En fait, ce que ça va faire, ça va simplement effacer celle-ci et créer celle-là à la place. Donc si j'exécute cette ligne, regardez ici, et bien maintenant a a pour valeur moins 1, okay, 4 moins 5. Cette flèche, en fait, je peux la mettre dans l'autre direction également. Et ça veut dire que 5 va aller dans la variable b. Et vous voyez que dans mon environnement, j'ai maintenant la variable b. Si l'on veut voir le type de variable que l'on a, bon, il y a plusieurs façons. Je vous en montre deux ici. Type of a, ça me dit que c'est un double. Okay, c'est ce que je vous dis depuis le début. Par défaut, les nombres sont des réels ou des doubles. Dans tous les langages informatiques, ce que l'on appelle un double, c'est un nombre réel. Okay. str, ça veut dire structure. Okay. Si je fais structure, ça me donne num moins 1. Bon, on s'en fout. Ça sera plus intéressant pour ce qu'on appelle des vecteurs. Les vecteurs sont une collection dans ce cas-là, de chiffres. On verra plus tard comment obtenir des collections, par exemple, de chaînes de caractères ou d'autres types d'objets. Donc, la création, en général, eh bien, ça a le même format que ici. On écrit le nom de la variable que l'on veut. On met l'opérateur d'assignement. Et dans ce cas-là, pour créer un vecteur, on utilise la fonction C. C qui veut dire concatenate ou un truc comme ça, en gros combiner. Okay. Donc là, si je crée cela, je vais avoir une liste qui a pour éléments 3, 5, 9, 0 et 1,5. C'est ce que j'ai ici. Et vous voyez comment il apparaît ici. Il apparaît de manière différente que les variables a et b, qui sont, eux, juste des nombres. On a ici num, parce que c'est une variable numérique. 1 à 5, c'est donc la dimension de l'objet que l'on a. Donc ça va de 1 à 5. Et on a ici les valeurs dans le même ordre que l'on a mis ici. Bon, on peut créer un autre vecteur, par exemple, en mettant évidemment, en utilisant des fonctions qui existent déjà. Et on a ça pour résultat. Évidemment, ce que vous obtenez ici, par exemple 1.41, c'est évidemment pas égal à racine de 2, mais c'est une valeur approchée. Okay. Maintenant, si j'utilise type of and structure, on aura un peu plus d'informations sur le vecteur. Donc, premièrement, c'est un vecteur de réel. Et cette fois, la structure est un peu plus intéressante comparée à la structure de A, okay, qui était simplement un numérique avec valeur moins 1. Ici, bon, finalement, l'information que l'on a ici dans structure, c'est celle qui apparaît dans notre environnement global. Bon, maintenant qu'on a des vecteurs, on peut effectuer diverses opérations sur les vecteurs. En particulier, je commence à vous montrer quelques-unes ici. Je fais ici une comparaison élément par élément entre le vecteur 1 et le vecteur 2. Donc, déjà, vecteur 1 et vecteur 2 ont tous les deux 5 éléments. Donc, on peut se dire que cette condition, que l'on va vérifier, c'est quelque chose de valable. Okay. Imaginons que si l'on compare A à vecteur 1, on peut se dire que ça ne va pas marcher, parce que A, c'est juste un nombre, vecteur 1, c'est un vecteur. Bon, on verra comment ça se passe dans ce cas-là. Mais ici, si je fais vecteur 1 égale vecteur 2, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne compare pas l'objet entier à l'objet entier vecteur 2, mais en fait, on va comparer élément par élément. Et en effet, le premier élément, eh bien, les deux sont différents, donc ici on a faux.
pour le deuxième également, pour le troisième également, pour le quatrième également. Pour le dernier, cependant, eh bien, les deux valeurs finales sont identiques, et c'est pour cela qu'on a un true ici, un vrai. Une fois qu'on a compris comment cela fonctionnait, eh bien, cette ligne ici doit être claire à comprendre. Vous pouvez déterminer le résultat à l'avance. On va simplement comparer les valeurs de premier vecteur et on se demande si ces valeurs sont plus petites ou égales à la valeur correspondante dans le second vecteur. Okay, donc évidemment, 4 est supérieur ou égal à 3 et donc ici on a true. Donc, quelque chose de très important, c'est d'accéder à des valeurs particulières dans le vecteur. Par exemple, j'ai envie d'extraire la valeur qui est en troisième position dans mon vecteur ou en première position. Bon, eh bien, la façon dont ça marche dans R, c'est d'écrire le nom de la variable et d'utiliser ces crochets ici avec à l'intérieur l'indice que l'on cherche. Il faut savoir que dans R, les indices commencent à 1. Il y a des programmes, des langages de programmation dans lesquels l'indice initial est 0. Ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est 1. Donc si je fais vec1 de 1, je m'attends à obtenir 3. Et en effet, c'est ce que j'obtiens. Si je fais vec1 de 5, j'obtiens 1,5. Et on peut se demander, que se passe-t-il si je demande le sixième élément de vecteur 1? Il n'en a pas. C'est une liste, enfin c'est un vecteur précisément, de dimension 5. Bien, il s'avère que dans R, lorsque la valeur n'existe pas, eh bien, l'output, c'est NA, qui veut dire non applicable, qui en fait veut dire c'est une valeur manquante, une valeur qui n'existe pas, simplement. Maintenant, regardons cette ligne ici. Donc je continue dans la manipulation des vecteurs. On a ici vecteur 1 de moins 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vecteur 1 de moins 3, on se dit que c'est comme si on allait regarder l'élément moins 3, ça n'a aucun sens parce que évidemment les indices commencent à 1, ils sont strictement positifs. Donc en fait la meilleure façon de comprendre ce qui se passe ici, c'est simplement d'exécuter la ligne et de regarder l'output. Bon, eh bien, donc l'output, c'est celui-ci, 3, 5, 0, 1,5. Ce qui se passe, en fait, c'est si je fais vecteur 1 de moins 3, eh bien, ça va me retourner le vecteur que j'ai ici, sans l'objet qui était à la troisième position, dans ce cas-là. À la troisième position, j'avais un 9, je l'enlève, et donc maintenant, j'ai uniquement un vecteur à 4 objets. 3, 5, 0 et 1,5 dans ce cas-là. Simplement. Donc, pour résumer, si j'utilise le nom du vecteur avec un indice positif qui est donc dans la dimension du vecteur, je vais obtenir l'objet qui est à la position que je demande. Si j'utilise un indice qui est plus grand que la dimension du vecteur, eh bien je vais avoir NA, ça n'existe pas. Et si j'utilise des indices négatifs, alors là, on va simplement enlever les éléments du vecteur. Il faut voir que cette opération n'affecte pas le vecteur lui-même. Quand je fais vecteur 1 de moins 3, donc dans ce cas-là, je ne mets pas ça dans une variable, donc ça va juste afficher le résultat ici, mais l'objet vecteur 1 n'est pas modifié par cela. Ok ? Donc ça, c'est très important à comprendre. Si je veux modifier des éléments de mon vecteur, ce que je peux faire, c'est réassigner un certain objet qui est dans le vecteur. Donc initialement, vecteur 1, c'est ce vecteur ici, à 5 éléments. Et si j'écris cette ligne, donc vecteur 1 de 1, donc ça, c'est l'objet qui est en première position. Et ce que je dis, c'est que simplement, je veux remplacer cet objet, donc le premier nombre,
par 8. C'est ce que je fais ici, et vous voyez que le vecteur a été modifié. Si je mets ça ici, les deux vecteurs sont différents, puisque j'ai réassigné la première variable, le premier élément du vecteur. Ok. Ça, ce sont des opérations de base sur les vecteurs, sur l'accès aux éléments et sur la modification des éléments. Ce que l'on peut faire également, et qui est très important et peut-être un peu spécifique à R, en tout cas dans la manière exacte dont c'est effectué, ce sont ces opérations sur les vecteurs. Je peux par exemple simplement faire vecteur 1 plus vecteur 2. Et dans R, le résultat que l'on obtient est assez intuitif. C'est comme si on faisait à la main vecteur A plus vecteur B, et bien simplement on additionne les éléments des deux vecteurs. Et c'est exactement ce qui est fait ici. Vecteur 1 plus vecteur 2 me donne un objet vecteur 3 qui a 5 éléments aussi, et dont chaque élément est simplement la somme bien des éléments de vecteur 1 et de vecteur 2. Maintenant, si je fais vecteur 1 fois vecteur 2, qu'est-ce que j'obtiens? Bon, eh bien ça, il faut juste savoir la syntaxe. Lorsque je fais cette opération, donc la multiplication de base, ce que ça va faire, c'est une multiplication élément par élément des deux vecteurs. Okay, ce n'est pas du tout le produit scalaire. C'est donc dans vecteur 4, j'ai simplement le premier élément de V1 fois le premier élément de V2, et la même chose pour tous les autres éléments. De même, lorsque je fais l'addition, qui est une chose qui est possible dans R, eh bien, de vecteurs, je veux dire, eh bien, simplement, j'obtiens le vecteur qui contient la fraction, donc la division des éléments de vecteur 1 par les éléments de vecteur 2. Donc, vous voyez par exemple ici, donc là, j'ai fait vecteur 2 sur vecteur 1. Vecteur 1 a un 0, donc effectivement, le quatrième élément ici est écrit comme inf, qui veut dire infini. Okay, c'est la manière dont R vous signifie qu'un élément est finalement 1 sur 0. Donc, les opérations de base sur les vecteurs sont celles-ci. Il y a des fonctions prédéfinies dans R qui vous permettent de faire des opérations de manière assez simple sur les vecteurs. Par exemple, somme de vecteur 3, eh bien simplement ça va prendre la somme de tous les éléments du vecteur. Et si je fais ça divisé par 5, je m'attends à ce que ça soit la moyenne du vecteur. Okay. Donc j'obtiens ici 662, 663. Il y a une fonction min qui, bon évidemment si vous comprenez anglais, doit nous retourner exactement la même valeur que ce que l'on a obtenu précédemment, et c'est en effet le cas. Okay. La fonction prod va prendre le produit de chaque élément dans le vecteur. Donc si je fais ça sur vecteur 1, comme on l'a noté précédemment, étant donné qu'il contient 0, eh bien on doit obtenir 0. Très bien. Donc somme, min, donc moyenne, produit. Il y a également min, qui veut dire minimum, qui va nous retourner la valeur minimum dans le vecteur, la valeur maximum. De manière un peu plus intéressante, si l'on veut accéder à la position de l'élément qui est le minimum, eh bien on peut utiliser le which.min à la place de juste min. Dans ce cas-là, j'obtiens 4. Okay, parce que si l'on regarde le vecteur 3, 12, 6.3, 10.41, 1.41, qui est là la valeur la plus simple, la plus petite, et qui est effectivement en quatrième position. Que se passe-t-il si l'on a un vecteur qui contient plusieurs fois la plus petite valeur? Par exemple, j'ai fait 1, 1, et ensuite 3, 5. Okay. Effectivement, si je vais faire min de vecteur 6, je vais obtenir 1. Mais que se passe-t-il si je fais which min de vecteur 6? Est-ce que je vais obtenir 1 ou 2? Bon, eh bien on obtient en fait la première valeur
dans le vecteur, qui est la valeur minimum. Donc, on n'obtient pas égal à 2. Okay. Donc ça, c'est important de manière à bien comprendre, dans des cas particuliers, l'output, le résultat de cette fonction. Ok. Donc, dans vecteur 2, j'avais ces valeurs ici. On a une fonction qui s'appelle unique, qui va retourner uniquement, comme son nom l'indique, les valeurs qui sont uniques dans le vecteur. Donc là, par exemple, l'élément 3 et 4 sont égaux. Et donc, unique de vecteur 2 va me retourner un vecteur à seulement 4 éléments avec ces éléments-ci. Okay. L'ordre est conservé, mais on a un élément en moins dans ce cas-là. Dans vecteur 3, je n'ai que des éléments qui sont différents les uns des autres. Et donc, si je fais unique de vecteur 3, eh bien, en fait, j'obtiens vecteur 3. C'est le même. Okay. Bon, si on veut aller un peu plus loin dans l'analyse, disons, des vecteurs, on peut utiliser... Donc là, on avait la fonction min, moyenne, somme, produit. Bon, ben on a aussi la fonction médiane, qui nous donne la médiane du vecteur. On a une fonction quantile, qui est importante, qui va nous donner, donc dans ce cas-là précis, donc le quantile du vecteur 3 à 50%, bon, qui par définition est aussi la médiane. Mais en fait, on peut changer cette valeur ici pour obtenir des quantiles différents. On a accès à la fonction var, qui est la variance du vecteur. On a la fonction SD, qui est standard deviation, donc la déviation standard, qui est, bon, si tout va bien, la racine carrée de la variance. Okay. Donc on a accès comme ça très facilement à des statistiques basiques sur des vecteurs. Okay. On a une fonction qui est très intéressante qui s'appelle summary, qui nous donne en fait plus ou moins toutes les informations que l'on a collectées jusqu'à présent en une seule ligne. Donc on a accès à la valeur minimum, au premier quartile, qui est donc le quintile à 25%, la médiane, qui est le quintile à 50%, la moyenne, le troisième quartile, qui est donc le quintile à 75%, et la valeur max, qui est en fait le quintile à 100%. Okay. Donc juste avec ça, vous pouvez vous faire une idée sur la symétrie de la distribution qui est sous-jacente au vecteur que vous regardez. Effectivement, si la médiane et la moyenne coïncident, eh bien, effectivement, vous avez une distribution, ou en tout cas dans votre échantillon, quelque chose de symétrique. Si vous voulez un peu plus loin, vous avez accès à l'IQR, qui en anglais c'est l'interquartile range, qui est en fait Q3, donc le quantile à 75%, moins Q1. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, je dois obtenir 7, etc., qui est en fait 10 moins 3. Très bien. Bon, que se passe-t-il maintenant si j'effectue ces opérations dans un vecteur qui a une valeur manquante? Ça arrive souvent en fait. Lorsque vous aurez des datasets, vous aurez souvent en fait, tout simplement des valeurs qui n'existent pas, qui n'ont pas été mesurées, où il y a eu une erreur, etc. Et donc, généralement, une des premières étapes, lorsque vous avez un nouveau dataset, c'est de le nettoyer, traiter ces valeurs manquantes. Donc, faisons ça. Je génère un nouveau vecteur qui s'appelle VNA, 1, 4, 9, et une valeur manquante. Bon. Que se passe-t-il si je commence à faire la somme de VNA? Donc, on s'attend à ce que ça nous donne 1 plus 4 plus 9 plus NA. Bon, eh bien, ça nous donne un NA. Okay. À chaque fois que vous aurez un NA, donc une valeur manquante dans votre vecteur, eh bien, plus ou moins, chaque opération que vous effectuerez sur le vecteur vous retournera également NA. Si on veut enlever cette valeur manquante pour prendre la somme, dans ce cas-là, de toutes les valeurs qui en fait existent, eh bien, il s'avère que dans cette fonction somme, on a un argument qui s'appelle NaRM, qui veut dire NaRemove. Et donc, si on met true instead of false, à la place de false, eh bien, ce que l'on obtient,
Donc, true, c'est 14. C'est simplement 1 plus 4 plus 9. Ok. Si j'ajoutais une autre valeur, ça serait la même chose. Okay. Donc ça enlève vraiment toutes les valeurs manquantes, pas seulement la première par exemple. Donc celle-là, ça veut dire que par défaut, si j'utilise uniquement la fonction sum, eh bien cet argument NaRemove, il est égal à faux. Okay. Donc si je veux changer cela, il faut que je l'écrive explicitement. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir dans la documentation de la fonction sum. Si je fais point d'interrogation sum, j'obtiens cela. Et vous voyez que sum a cet argument NaRemove qui, par défaut, est faux. Okay. Donc, faites attention à ça. Maintenant, on a une fonction qui s'appelle isNa qui va vérifier si les éléments sont manquants ou non. Donc là, par exemple, isNa de mon vecteur, ici, me retourne faux, faux, faux et vrai, vrai. Et bon, c'est absolument clair quand on regarde les valeurs de ce vecteur. Quelque chose de très intéressant, c'est si j'utilise sum, la fonction sum, sur isNa de VNA. Ça va en fait, donc vous voyez cet argument ici, c'est celui-ci, donc c'est celui-ci. Que se passe-t-il si j'applique la fonction sum à ce vecteur-là? Bon, il s'avère que false va être transformé en 0 et true va être transformé en 1. Donc en fait, je vais obtenir 2. Donc c'est-à-dire que lorsque j'obtiens cette syntaxe, somme de isNa d'un vecteur, ce que je vais obtenir, c'est le compte, le nombre de valeurs manquantes dans mon vecteur, ou dans ma matrice, etc. Okay, donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. Si je prends la moyenne de mon vecteur, bon, comme je vous l'ai dit, c'est aussi une valeur manquante, puisque voilà, finalement c'est juste ça divisé par 5 dans ce cas-là, donc c'est aussi NA. Et de manière similaire, min a en fait aussi un argument NaRemove. Donc cet argument NaRemove, vous le trouverez dans la plupart des fonctions qui s'appliquent comme ça, qui prennent des produits, des divisions, etc. de vecteurs. Okay. Et donc j'obtiens ça, et effectivement, c'est la même chose que cela. Très bien. Je vais vous montrer, je vais prendre cette occasion pour vous montrer rapidement nos premiers graphiques. On peut faire boxplot d'un vecteur, et l'on obtient cela. C'est pas très joli, on n'a pas de légende, etc. Mais ça peut vous donner une idée. Donc le boxplot, c'est cela. Ce que vous avez ici, la ligne qui est au central, c'est la médiane, donc le quantile à 50%. Cette ligne ici, la ligne supérieure, c'est le quantile à 75%. Et la ligne inférieure, c'est le quantile à 25%. Et donc la raison pour laquelle cette IQR peut être importante, c'est que IQR, en fait, c'est simplement la taille de cette boîte. Okay. Q3 moins Q1, simplement. Et ensuite, vous avez ici les moustaches, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, et pour cela, vous pourrez aller voir dans votre cours sur Wikipédia ou je ne sais quoi pour voir comment la calculer. C'est très simple. En gros, elles peuvent aller à un maximum de 1,5 fois le IQR en haut ou en bas. Okay. Sinon, on les coupe. Très bien. Bon, donc ça, c'est un boxplot. On peut faire également l'histogramme. Bon, on n'a que 4 valeurs, 5 valeurs, c'est pas exceptionnel, mais voilà ce que l'on a. Donc là, j'ai fait sur le vecteur 3, donc c'est ce vecteur-ci, et on obtient ça. Là aussi, je pourrais changer tous les labels, je pourrais mettre des couleurs, je pourrais changer le nombre de bins, etc. C'est pas ce que je veux faire maintenant, je veux juste vous montrer à quel point il est simple, si vous avez un vecteur, d'avoir très rapidement une visualisation. Okay. Et donc, voir ça ici. Ok. Donc, pour le moment, on a créé des vecteurs en utilisant cette fonction C. Okay, on mettait les vecteurs, enfin les éléments que l'on souhaitait dans l'ordre que l'on voulait. Bon, il y a quelques raccourcis pour des vecteurs spéciaux. Par exemple, si je souhaite un vecteur qui contient uniquement des entiers séparés de l'unité, donc par exemple qui commence de A à B et qui contient donc A plus 1, A plus 2, etc. jusqu'à B, eh bien je peux utiliser ces deux points. Donc si je fais 1, 2 points, 10, ou disons pour mieux comprendre,
3 de point 10, ça va me créer un vecteur. Donc ça, c'est un vecteur qui va contenir les éléments de 3 à 10 et tous les éléments sont espacés de 1. Si je commence à un non entier, eh bien c'est exactement la même chose et simplement l'opération va s'arrêter avant que le dernier chiffre soit dépassé, simplement. Okay. On doit aller jusqu'à 9 maximum, donc le vecteur dans ce cas-là s'arrête à 8.5. Okay. Donc ça peut être utile pour créer très rapidement une liste d'index, d'indices, etc. Ok. La fonction rep peut être intéressante également. Rep, dans ce cas-là, j'utilise l'argument principal x égale 3 times 4. Donc rep, ça veut dire répétition. Donc en fait, ça, c'est simplement un élément 3 qui est multiplié, enfin qui est répété 4 fois. Et donc j'ai cette liste, enfin ce vecteur ici. Très bien. Ce que je vous ai dit par avant, c'est qu'effectivement, les noms des arguments ne sont pas nécessaires et je peux les enlever. Par contre, il faut faire attention à l'ordre des arguments. Parce que si je fais rep de 3,4, j'obtiens exactement le même vecteur qu'avant, mais évidemment, si je fais rep de 4,3, j'obtiens un vecteur totalement différent. L'argument que l'on met en premier peut être un vecteur lui-même. Par exemple ici, dans mon argument principal, j'utilise un vecteur à 2 éléments, donc 1, 3, que je vais multiplier 4 fois. Ce que j'obtiens, c'est cela. Donc ça, c'est un seul vecteur. Simplement, il contient 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. On peut aller un peu plus loin. Dans cet argument times, je peux également mettre un vecteur. Que se passe-t-il? Ce qui se passe maintenant, c'est que le premier élément du vecteur que j'ai à gauche va être répété par le premier élément du vecteur qui est à droite. Donc j'ai ici 3, 1, et ensuite j'aurai 3. C'est ce que j'ai ici. Okay, donc c'est des petites syntaxes qui peuvent être utiles pour créer des vecteurs de manière assez rapide. Donc là, ce que l'on avait précédemment, c'était, avec ces 2 points, un raccourci pour faire des séquences qui allaient d'entier en entier. On peut utiliser la fonction sec, donc séquence, pour faire des séquences différentes. Et donc là, tout est plus ou moins clair, je crois. Premier argument, c'est from, ensuite to, donc le premier chiffre, le dernier chiffre, et ici, l'intervalle. Donc si je exécute cette ligne, j'obtiens un vecteur qui va commencer à 2 et qui va aller jusqu'à 9 par pas de 0,5. J'ai 2, 2,5, 3, 3,5, etc. De manière alternative, au lieu de spécifier le pas, je peux spécifier la dimension du vecteur que je veux à la fin. Donc là, quand je fais ça, je ne spécifie pas la dimension que je veux. Okay. Dans ce cas-là, je le fais. Et là, bien, j'ai un pas de 0,29 qui est 7 divisé par 25. Okay. J'ai 25 éléments ici. Donc ça peut être très utile pour créer des séquences personnalisées. Pour continuer sur les vecteurs, regardez, on commence par notre vecteur V2. Il y a cette fonction sort qui nous permet de d'ordonner les éléments du vecteur, dans ce cas-là du plus petit au plus grand. Okay. Donc si l'on regarde la documentation de sort, on voit qu'il y a un argument decreasing qui par défaut est égal à faux. Donc c'est effectivement ce que l'on a ici. On a une liste des éléments croissante. Si au contraire j'utilise decreasing equal true, eh bien je vais avoir la liste décroissante. À noter, c'est qu'au lieu d'utiliser true en entier, eh bien le raccourci T majuscule fonctionne. Okay. Les deux sont équivalents.